Le psychologue qui était chargé de notre bien-être, a priori pendant le loft et avant le loft, moi je suis désolée, le moment le plus important où on avait besoin de lui, c'était l'après. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais eu au téléphone. Ma mère lui a laissé 3 messages sur son répondant en lui disant « Venez sauver ma fille parce qu'elle est en dépression, elle n'est pas bien ». Stevie, Kenza, Aziz et Laurine, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Frédéric François? Je parle déjà de sortir d'un milieu, parce que tous les 4, vous venez de milieux modestes, voire pauvres, hein, très pauvres. Ouais, je vois Stevie... on a eu des gros problèmes, on va dire. Oui, des gros soucis. Ouais. Hein. Pour moi et Stevie, on a eu des moments formidables. Hein, qui nous ont jamais... C'est que malgré les problèmes, de nombreux problèmes, l'huissier, pas d'argent, vivre au crochet de quelqu'un, et bien malgré ça, nos mères, elles ont fait face aux problèmes tête haute et avec dignité. Elles n'ont pas eu peur de faire des heures de ménage pour payer des cadeaux, pour nous payer ne serait-ce qu'à manger. C'est vrai que beaucoup de familles, beaucoup de candidats dans le loft étaient tous issus de familles recomposées ou séparées ou monoparentales. Et donc vous y retrouvez dans cette envie de s'en sortir, ce que décrivez Bien sûr, on espère que... Mais pour moi, je le prends comme ça, je le trouve extraordinaire, sans vouloir faire le lèche-bot parce que c'est pas mon genre. Qui vous trouvez extraordinaire, Frédéric? Frédéric, par rapport à sa vie, son père qui chantait les chansons pendant que sa mère faisait à manger, mais moi, c'est des choses que j'ai jamais connues. Et pour moi, on voit ça que dans les films hollywoodiens, ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, j'arrive pas à concevoir que ça puisse exister, d'être comme ça, là, pour ses enfants. Moi, j'ai toujours eu que des problèmes. Et c'est l'amour de ma mère qui a réussi à tout sauver et grâce à qui j'en suis là aujourd'hui. Et quand je vois cet homme, tout est réglé, tout est bien, il a une vie heureuse, il n'y a pas... je trouve ça... Il a une vie heureuse, il a travaillé. C'est pas ça, c'est que ses parents, ils ont une situation, ils l'ont élevé, ils étaient heureux. Il a eu une vraie famille. Moi, nous deux, c'est l'amour de notre mère qu'on a tout sauvé derrière. Parce que Mais surtout, ce qu'on espère, c'est de faire une carrière aussi longue que ces formidables artistes qui sont encore là aujourd'hui, c'est sûr. Alors, on en parlera un peu après. Alors, difficile pour vous, certainement, de ne pas avoir la grosse tête, parce que je lis, dans un sondage de Télé 7 jours réalisé par Ipsos à la mi-avril, sur la popularité des participants, à ce qu'on appelle la télé-réalité, Stevie, vous figurez en 4e position, derrière Loana, Nolwenn et Jennifer, de la Star Academy. C'est pas mal. Ça va. Quand vous voyez ça, ça vous... Moi, je m'attache pas forcément au sondage parce que tout est... Alors, Aziz, vous êtes 10e, Kenza 11e, et Laurine, alors vous arrivez avant-dernière. Non, mais ça se fait pas déjà de classer les gens comme ça dans l'ordre de la télé-réalité. Mais c'est choquant, on classe pas comme ça des vaches... Oui. Il y a déjà une chose, c'est que les premiers prix ne sont pas toujours une carrière. Voilà. Oui. Là, apparemment, c'est Loana. Premier prix. Et alors, Stevie? Non, je dis, c'est pas moi, c'est Loana. Heureusement. Ne parlez pas tous en même temps. C'est pas méchant quand je dis ça, parce que j'ai beaucoup d'estime pour Loana. Alors là, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit juste, je constate que le premier, c'est Loana. Je suis assez réaliste, je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. J'ai eu un contrat avec une marque de cosmétiques grâce au loft, je le sais. J'ai fait des choses en télé, ça m'a plu, je prends des cours. C'est-à-dire quoi? J'ai animé en mois de novembre, mois de décembre sur une émission sur une chaîne du câble. Et ça m'a beaucoup plu. Mais vous vous sentez vraiment de Laurine, complètement. comme vous disiez? Bah oui, complètement, parce qu'en fait, je continue à avoir beaucoup de... Moi, j'en parle pas trop, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien parler de ma vie dans laquelle je me sens la mieux. Et la vie dans laquelle je me sens la mieux, c'est quand je suis avec mes parents, avec ma famille, chez moi, dans ma boutique. Mais c'est vrai, vous voulez vraiment garder ce métier, hein, Laurine? Mais est-ce que vous croyez franchement que j'ai pas eu assez d'opportunités pour pouvoir... est-ce que vous pensez sincèrement que... Est-ce que vous avez renoncé justement à beaucoup de choses? Pas à beaucoup de choses, mais il y a plein de choses qui me plaisaient pas déjà d'office. C'est vrai qu'on m'a proposé beaucoup de chanter. Alors je savais que j'allais en vendre un peu, et encore c'était même pas sûr. J'allais chanter, on allait faire le single de Laurine, j'allais vendre un petit peu de disques, Laurine du Loft. Est-ce que j'aurais sorti un album? Regardez l'exemple de certains de mes collègues, si je peux dire ça. Je suis pas chanteuse. Et un père qui vous surveille, je crois qu'à un moment donné, il vous a dit attention, Laurine, ne fais pas ta star. En fait, je rentrais de la tournée d'été et donc j'arrivais chez mes parents et tout, à la fête des loges dans la brasserie. Et donc je suis arrivée, puis mes parents étaient en plein boulot, donc je suis arrivée, ils ne m'avaient pas vue depuis une semaine, ils se sont occupés de moi, mais sans plus. Puis alors moi, j'avais garde du corps, chouchoutée à mort, et je suis arrivée, j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, puisqu'on s'occupe pas de moi, je repars, je dis, ça sert à rien là pour vous voir. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, oh, il m'a dit, il n'y a pas de star ici. Il m'a dit, le loft, c'est fini, cocotte. Oui.
Alors, Kenza, on vous voit beaucoup sur les plateaux de télévision puisque Oui. vous avez écrit ce livre « Un jour, j'ai quitté Bagdad ». Est-ce que c'était pour effacer aussi le loft, tourner définitivement la Non. page ou pas? Non, c'était pas le but premier. C'est vrai que ça s'est fait naturellement, en tout cas. Ça a positionné en ce qui me concerne une autre image. Je crois que ça a montré réellement qui j'étais et qui était Manal Brega, qui est donc mon vrai prénom et mon nom. Voilà, moi j'ai mis 8 mois pour l'écrire. Ça a été un vrai travail sur soi-même. C'est normal, c'est normal. Voilà, bien sûr. Alors, Kenza, vous dites que la sortie du loft, ça a été une véritable horreur. Hein, ça a été très, très violent, d'une grande violence. Oui, je crois que ça a été violent pour tout le monde, mais je parle bien sûr pour moi. Moi, ça a été une sacrée violence, mais à tous les niveaux, physique, mental, psychologique. D'abord parce que quand on ne sait pas gérer une notoriété, c'est très difficile quand on arrive comme ça et qu'on vous balance, c'est vraiment le mot balancer, hein, on vous balance comme ça sous le feu des projecteurs et que quand vous ne connaissez pas le métier... Vous n'avez pas préparé à ça. Ah non, mais d'ailleurs tous les ex-lofters, en tout cas le revendiquent, on ne nous a jamais préparé à l'éventualité de devenir célèbre ou avoir une notoriété subie du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on est lâché dans la nature et on doit s'en sortir seul. Vous avez l'impression que le loft vous a quand même donné accès plus vite à ce métier que vous voulez faire Oui, mais il faut que... Ou pas? Ou est-ce que ça a été au contraire un point négatif? Moi, je dirais que le loft nous a en tout cas ouvert des portes qu'on ne voulait pas et fermé les portes qu'on voulait. Alors par exemple? Voilà. Moi, par exemple, en radio, ça m'a fermé les portes. D'abord parce qu'à ma sortie du loft, j'étais considérée comme tous les ex-lofters comme un produit marketing. Nous n'étions pas des êtres humains. Il faut que les gens le sachent. On était des gens sur qui on gagnait de l'argent, des gens qu'on appelait en direct pour venir sur les plateaux télé parce que ça faisait de l'audience. C'est aujourd'hui qu'on est considérés comme des êtres humains, des artistes à part entière. Il y a 1 an et demi, on était des produits marketing. C'est comme ça. Enfin, maintenant, on n'est toujours pas, je ne veux pas être méchante là, non, mais vous n'êtes pas encore considérés comme des artistes à part entière. Mais bien sûr que non. Mais c'est pour ça que je vous dis que de l'artistique, ça se construit jour après jour. Je ne vous le dis pas méchamment, mais on en reparle c'est dans 10 ans que ça sera important. Mais bien sûr que c'est sur la durée qu'on voit les choses, bien sûr. C'est là, vous êtes tous, enfin pour moi, vous êtes tous vraiment débutants. Justement, je voulais poser une question. Vous êtes arrivés comme ça, disons, par hasard. Mais est-ce que vous aviez travaillé avant? Est-ce que vous prenez des cours? Parce que je veux dire, c'est quand même un métier, que ce soit chanteur, que ce soit comédien, c'est quand même un métier. Et je trouve que maintenant, il y a une médiatisation qui fait que du moment qu'on parle et qu'on a une voix, on peut tout faire. Je suis désolée, non. Pourtant, c'est pas ça du tout. C'est vrai que beaucoup de gens ont pensé qu'un matin, on s'est réveillé dans le loft et on avait envie d'être ou présentateur télé, ou animateur, etc. C'est vrai que moi, je me suis pas réveillée un jour. J'ai fait 5 ans de radio à l'époque aussi, en tant que bénévole. J'ai envoyé aussi mes petites maquettes, comme tout le monde, pour pouvoir accéder au métier de l'animation. Et notre travail en tant que bénévole ou autre a été complètement... Oui, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que moi, la première, j'étais contre. C'est vrai. Je le dis sincèrement. On a tous eu plus ou moins travaillé dans ce milieu. C'est difficile. Enfin, moi, personnellement, j'avais fait mon BEP audiovisuel parce que je voulais vraiment travailler dans la télévision. On était tous moi, j'ai eu mon BEP audiovisuel. Après, bon, j'ai arrêté parce que l'Éducation nationale a supprimé la suite du diplôme. Non, mais Stevie, ce que je veux dire, c'est que nous, spectateurs, téléspectateurs, on le sait pas. Mais ça, c'est la faute des journalistes. Mais je suis entièrement d'accord. Parce que quand on est rentré dans l'offre, la première chose qu'on a fait, c'était on a énormément parlé. Au lieu de passer tout ce qui était intéressant, ça veut dire quand on parlait politique, religion, quoi que ce soit, à partir du moment que c'est pas, on se bagarre pas, c'est pas vendeur et ils coupent. Et nous, on s'était tous présentés comme ça, mais ils ont tout coupé au montage. Ils ont préféré faire voir Jean-Edouard et Loana qui étaient dans la piscine au lieu de faire voir la connaissance de gens. C'est bien pour ça que je pose cette question, parce que ça peut mettre les choses en place. C'était léger comme je vais vous dire une chose, et je le dis très honnêtement. Moi, quand j'ai su que vous étiez dans une pièce, j'ai dit, ah non, il y en a marre. Je vous le dis très sincèrement. Parce que pour moi, vous étiez quelqu'un qui... Comme beaucoup. Comme une pièce de théâtre. À moi? Oui. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, dans ma tête, ne sachant pas tout ça, je me suis dit, ça y est, c'est quelqu'un qui arrive du loft, on le met là parce que maintenant il est connu, alors qu'il... Quand je dis, il ne sait pas parler, je m'excuse, je veux dire, il n'a pas pris de cours. Par exemple, moi je sais qu'au début, j'ai pris des cours, je payais... Non, mais attendez, je finis. Et qu'on payait les cours et qu'on faisait n'importe quoi, justement pour les payer, et que tout d'un coup, on fait venir... J'allais dire un guignol, excusez-moi, c'est parce que... On prend un truc comme ça, on le met là, on dit, il va jouer une pièce. Et je dis, il y en a marre.
Je suis une comédienne une question. C'est pas méchant ce que je vais vous dire. Non. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de certaines personnes comme ça, c'est un peu du racisme. Criez pas oh là tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'aime pas, c'est que les gens se permettent de juger sans savoir. Il faut être curieux, c'est pour ça que les émissions comme ça, c'est bien, on peut parler. C'est que moi, c'est pas arrivé. Ça, c'est que j'ai énormément travaillé en 2 ans. Mais énormément. Mais attention, c'est pas vous que j'ai jugé. Ce que veut dire Marthe, si je puis finir, c'est que Stevie, il y a certaines personnes, pour arriver à monter sur scène et tout, ça demande des années, même 2 ans en travaillant un peu ou beaucoup, c'est peu. C'est tout ce qu'elle veut dire. Et c'est normal qu'elle le dise. Mais oui, mais je comprends, mais j'explique là. Vous êtes tous en train de dire non, pas tous, c'est Marthe. Par exemple, pour l'émission de Laurent, nous, quand j'étais au théâtre, les gens, ils m'attendaient à la carabine. Ils sont venus me voir. Mais attends, laissez-moi terminer. Mais là, ils sont bêtes. Mais là, c'est du racisme. Mais oui, mais c'est du racisme. Mais je suis toujours obligée d'en fournir 2 fois plus que tout le monde. Parce que j'ai fait une émission de télé-réalité et qu'on a gagné une notoriété tellement puissante avant même d'avoir travaillé. Et donc, maintenant, on est obligé de travailler 2 fois plus pour mériter ce qui nous est arrivé. C'est un métier difficile. Mais ça, il faut toujours prouver, il faut toujours aller plus loin et toujours travailler. Mais pourquoi ça a été à ce point violent ? Ça a été à votre égard en parce particulier ou envers tout le monde? Non, parce que d'abord ça a été violent dans la rue avec les gens, c'était très agressif, il y avait ce respect et cette distance que nous n'avions pas avec les gens. Les gens se sont tellement appropriés notre image, on ressemblait tellement au frère de celui qui n'en avait pas, à la sœur de celle qui n'en avait pas, à la petite amie de celui qui rêvait toujours d'avoir une petite amie comme vous. Et c'est vrai que quand vous avez des gens qui viennent vers vous et qui vous touchent, presque vous bavent dessus, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Dans ce que j'ai lu dans votre livre, c'était plutôt les insultes et les... Oui, moi, en ce qui me concerne, bien sûr, il y avait beaucoup d'insultes, mais il y avait surtout une agressivité, il y avait un mélange d'agressivité, il y avait un mélange aussi de jalousie et de haine. J'avais le soir des gens qui me guettaient avec des lampes infrarouges. D'ailleurs, j'ai vécu pendant 1 an dans le noir. Alors c'est vrai que ça, c'est vraiment vrai, je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs, ma mère en témoignera tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai vécu pendant 1 an avec les volets fermés. Il n'y a pas de lumière qui est rentrée chez moi pendant 1 an. En tombant dans la dépression, vous aussi ou pas? Oui, je suis tombée dans la dépression. Bien sûr que je suis tombée dans la dépression. Je suis tombée dans la dépression parce que je n'avais pas le choix. Pour moi, je ne pouvais plus reconstruire un avenir professionnel normal dans mon métier d'avant. Je ne me voyais pas encore commerciale avec ma petite mallette. Est-ce que c'est le fait que vous soyez d'origine irakienne et algérienne? Vous pensez que ça a été aussi violent à votre égard? Ça a contribué, c'est vrai. D'abord parce que en rentrant dans le loft, je ne suis pas rentrée seule. Je suis rentrée avec aussi cette pression de toute une communauté maghrébine, et c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes un peu basanée avec un peu les cheveux frisés, que vous vous appelez Kenza, vous êtes forcément la représentante d'une culture maghrébine qui n'est pas forcément votre culture. Moi, c'est vrai qu'on m'a souvent mis dans la case beurette caractérielle. D'abord, je suis pas beurette, je suis orientale, et c'est vrai que les gens font l'amalgame assez souvent. Donc on essaie de vous mettre dans des cases qui ne vous correspondent pas. Et c'est vrai que malheureusement, on m'a mis dans la case beurette. Ni frisée, ni. Mais si, je suis frisée pourtant. Non, là, c'est frisée, enfin. Le plaisir d'avoir la glace à faire. Mais là, c'est offert. Alors, je voudrais demander justement à votre mère, Myriam, voilà, vous avez la gentillesse de nous rejoindre sur le plateau. Ça a été à ce point difficile pour elle. On verra aussi pour vous. Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir pensé aux mères, puisque nous avons vécu la même souffrance. Moi qui avais un commerce... Esthéticienne, oui, je suis esthéticienne. C'était affreux, ce que j'ai pu souffrir d'insultes, d'harcèlement par le téléphone. Je suis devenue riche, c'est pour ça que j'ai fermé. D'être traitée de la mère d'une pute. C'est quoi ce jeu-là? Se permettre même à me jeter des excréments devant le magasin, m'insultant, les coups de téléphone. C'est ce déchaînement qui a fait que vous avez fermé votre salon d'esthétique? Je n'en pouvais plus, où les clients ne venaient pas pour faire des soins, venaient à chaque fois. Alors, Kenza, qu'est-elle devenue? Alors, le loft. C'était devenu, dès qu'on me pose, je suis arrivée à un point où leur dire, écoutez, s'il vous plaît, soyez gentils, ne me parlez pas du loft. Ok, ma fille, elle a joué, elle a fait un jeu, ça n'a été qu'un jeu, c'est une fille comme tout le monde, mais on n'est pas star parce qu'on a joué un jeu, tout simplement. Mais ça a été, je vous dis, la souffrance, on la vit encore. Elle est continuelle. Elle continue encore à nous poursuivre, puisque moi, on me reconnaît dans les bus, on me reconnaît dans les métros. Je suis arrivée à un point, excusez-moi d'enchaîner les choses. Ben, je vous en prie. Je suis arrivée à un point
ou leur dire non, je ne suis pas la maman de Kenza. Ouais. Ah bon? Elle disait oui, je ne suis pas la mère parce de que vous Kenza. avez honte d'elle. Mais pourquoi avoir honte d'elle? C'est ça le racisme. Alors, je vous donne un exemple. Ça a été terrible, terrible. Et ça, j'en avais gros sur la patate, j'ai envie de le dire aux parents. Si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de ne jamais rentrer dans ce jeu-là. Si c'était à refaire, je crois que je couperais même avec ma fille. À ce point? Ah oui, terriblement. Je n'en veux pas. Ouais. D'ailleurs, ce qui est terrible, elle comprenait tellement pas le métier dans lequel j'avais envie d'évoluer qu'elle m'a dit un jour, écoute Kenza, reprends une vie normale. Je lui ai dit, maman, tu peux pas comprendre, c'est pas possible. Et là, on voit bien la difficulté que vous avez les uns les autres, d'ailleurs, à séparer votre envie de faire un métier avec la notoriété du loft. Parce que les effets dont on parle, de boomerang, de cette notoriété que vous avez du mal à supporter, de cette agressivité, ce sont les effets du loft. Les gens ont eu l'impression qu'il leur appartenait. Je veux dire de là à faire tout ce qu'on a fait. Je l'avais dit au début, on a les célébrités d'un artiste. On est connu autant qu'un artiste, mais on n'a pas le respect d'un artiste. Parce que même si on prend l'exemple de quelqu'un qui a travaillé... Ah non, mais moi je m'en plains pas du tout. C'est pas du tout ça. Et puis en plus, je suis très contente maintenant de... Le truc, c'est qu'avec les gens, par exemple, on prend Gérard Depardieu, qui est quand même une star. Pour lui, ça, c'est une star, c'est quelqu'un de célèbre par rapport à toi ou moi ou Aziz ou nous. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Alors, je prends Gérard Depardieu. Les gens, quand ils vont le voir dans la rue, vont dire « c'est Gérard Depardieu ». Voilà. Alors que nous, on vient, on nous dit « ah, c'est Stevie, alors ça va mon pote ?» Voilà, il n'y a pas cette barrière. Il y a quelque chose de très important aussi, le psychologue qui était chargé de notre bien-être, a priori pendant le loft et avant le loft. Moi, je suis désolée, le moment le plus important où on avait besoin de lui, c'était l'après. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais eu au téléphone. Ma mère lui a laissé 3 messages sur son répondant en lui disant « venez sauver ma fille parce qu'elle est en dépression, elle n'est pas bien ». C'était la dépression. Hein. Moi, je suis désolée, le psychologue, moi, je ne l'ai jamais vu alors que j'en avais besoin à ce moment-là. Ma fille était devenue étrangère à moi et jusqu'à présent d'ailleurs. Ma fille, je ne peux plus suivre, c'est une autre personne. Oui, on devient marginal. Oui, mais là, vous l'avez retrouvée ou pas, Myriam? Pas toujours. Pas toujours, c'est très dur. J'en souffre... j'ai une douleur, je vous dis franchement, c'est une douleur que j'ai. Ouais, c'est très douloureux. Je vous en prie. L'après-loft, non, franchement. Mais c'est à ce... Ah oui, à ce point. Mais comment elle s'est transformée? Mais c'était devenu une bête traquée. Une bête traquée. Si c'était ce n'est pas votre enfant. Je crois que bien sûr, moi, je n'ai pas choisi. Je lui ai laissé la liberté de choisir. Pour vous, c'est trop cher payé? Ah oui. Ma vie privée, tout ce que j'avais construit en 13 ans, ça a été totalement... on ne me regardait pas en tant que mère, on me regardait en tant que excusez-moi, le mot pute. Pute. Pourquoi? Parce que c'est une maghrébine alors qu'elle n'est pas maghrébine. Je suis désolée, c'est pas une maghrébine, c'est une orientale. Mais quand bien même. Exactement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Moi, je me retourne vers vous juste après. Je reviens vers vous. Je voudrais juste demander à Stevie et Aziz qui sont très très émus par ce que vous venez de dire. C'est hallucinant parce que moi, vous retrouvez dans ce témoignage. Moi, non, personnellement, grâce à Dieu, j'ai pas vécu ce que Kenza a pu vivre. D'une, parce que oui, il y a des gens qui sont idiots, on peut rien faire contre la bêtise humaine, et d'autant plus qu'elle a des origines, les gens l'ont canalisée directement. Je trouve ça inadmissible. Mais vous en êtes mieux sorti parce que vous êtes un homme? Il y a ça, il y a le fait que ça, parce que je me défends aussi, mais moi, j'ai pas eu cette pression qu'elle a eue, elle. Et c'est vrai que quand j'écoute ça, et puis bon, j'avais plus ou moins déjà discuté avec un peu de Kenza de ça, c'est vrai que les gens ne savent pas faire la part des choses. Ils mélangent tout, la personne, la famille et tout. Les traditions, et tout. Il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire, il y a chaque chose à sa place. C'est pour ça que moi, déjà, d'office, que ma mère, j'ai pas voulu la mettre devant les médias. On m'a proposé toujours de la faire apparaître dans les magazines. Surtout pas. La famille, c'est sacré, c'est caché. Voilà, ils ont été clairs, ils ont respecté. Et la petite histoire d'amour que vous avez eue tous les deux. D'ailleurs, c'est gentil d'être là tous les deux en plateau. C'est marrant, c'est vrai que c'est... Merci de faire ce petit clin d'œil d'ailleurs. Tout le monde. C'est vrai que ça a été ce moment dans le loft. On a été tous ancrés, on s'est soudés comme, on va dire, comme une sorte de colonie de vacances. Donc on se rapproche des gens qui nous ressemble. Il n'y a pas eu d'effet pervers là. Après, on ne vous a pas demandé de poser ensemble? Non, pas du tout. Non, vraiment. Ça a été clair aussi avec Kenza déjà dès le départ quand on est sorti. Je veux dire, on a été respectés. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu dans le loft, mais après le loft, je veux dire, elle avait sa direction. C'est comme dans la vie, il y a des histoires qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et maintenant, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui ont été remuées pour rien, quoi.
Stevie, avant d'arriver à Ruquier au théâtre, alors l'après-loft, puisque vous aviez l'air ému aussi par le témoignage. Moi, j'en ai la chair de poule parce que c'est des souvenirs pas forcément sympathiques qui remontent à la surface. C'est vrai que. Pour vous non plus. Ah non, pour moi non. Ça a été. vécu, je crois, la même chose. Ça a été l'horreur. Les gens auraient pu penser que j'aurais pu avoir la tête mais grosse comme ça. Et tous mes amis du monde vont dire Stevie fait le loft, il va avoir le melon comme ça. Et ça a été justement l'effet inverse. Je me suis renfermé, j'ai eu peur de sortir, je suis devenu agoraphobe. J'ai menace de mort. Une fois j'étais chez moi, j'habitais sur Paris, avenue Kléber. J'habitais avenue Kléber. Et il y a un mec qui me téléphone sur mon portable, il dit oui, ça va, ça le PD, je suis en bas de chez toi. Je dis mais bien sûr, et je t'attends. Comment vous voulez sortir de chez vous? Alors quand maintenant je vois les gens qui critiquent ou qui... Comme tout à l'heure, mais putain, on l'a payé notre dette de cette notoriété. On l'a payé, je peux vous dire, on l'a payé. Si vous le permettez, on l'a payé cher. On l'a toujours voulu. Moi, je l'ai toujours voulu. Oui. Et je suis content malgré tout, avoir fait le love parce qu'après, quand on pèse, il y a quand même vachement plus de positif que de négatif. Si vous le permettez, Mireille, mais je voudrais juste... il y a quand même un poids dans la balance qui est assez... pesant, quoi. Oui. Alors, je voudrais faire un peu parler Aziz, qui est celui qui a le moins parlé, parce que c'est vrai que quand on a voulu vous suivre dans le reportage, c'est le plus discret. Il a dit non, je viens en plateau, mais pas de reportage, c'est ça? Tout à fait, bien sûr. Voilà, pourquoi déjà? Pourquoi Parce que voilà, exactement. Puis comme je suis un jeune comédien qui débute, j'ai pas envie de montrer le circuit d'un comédien qui sont tant d'autres comme moi, comédienne qui débute, et je suis intermittent du spectacle, donc je vais faire les choses simplement, mais je vais surtout faire ça en sous-marin, comme ça quand j'apparaîtrai, ça sera plus étonnant et plus appréciable. Oui, d'ailleurs vous êtes très discret depuis. Bien moi sûr. j'avais envie que vous soyez là, parce que je me disais justement, en dehors de... On vous a vu dans un film qui a très bien marché, Bien sûr. mais je me suis dit, mais qu'est-ce que fait Aziz? Écoutez, c'est simple, c'est vrai que le loft, moi, personnellement, a été bénéfique pour moi. C'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi? Parce que parce que moi, je suis sorti rapidement. Il est sorti très vite. Très vite. Je remercie tous les gens qui ont fait que je suis sorti, merci. ça a évité que je sois vachement exposé, déjà d'une, et j'étais clair, je savais ce que je voulais. Ça veut dire que moi, dès que je suis sorti, on m'a proposé 1001 choses. J'aurais pu accepter, mais bon, je savais ce que je voulais. Et vous avez refusé beaucoup de choses? Beaucoup de choses, comme tout ce qu'on leur a proposé de chanter, de faire un livre, de faire ceci, cela. J'ai dit non, moi je veux être comédien, laissez-moi faire, doucement mais sûrement. Je sais que j'avais tout à prouver. Donc, il fallait que je retourne de mon plein gré dans l'anonymat, repartir vers le bas. Ce que vous avez fait, c'est pour ça que vous faites rare dans les médias. Tout à fait, exprès, parce que je pense que c'est facile de faire parler de soi dans les magazines à scandale et People, mais maintenant, moi, ça ne m'intéresse pas. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de Aziz Essaïd, le comédien, ce qu'il fait, comment il avance. Je ne suis pas pressé, je n'ai pas un TGV à prendre, au contraire. Comme j'ai eu la chance de rencontrer Robert Hossein, qui m'a dit, en aparté comme ça, il me dit, tu sais, mon petit gars, c'est TTC. Alors tout le monde sait ce que c'est dans la vie TTC, toute taxe comprise, mais lui, c'est plutôt ce symbole-là, c'est travail, talent, chance. Le travail apporte le talent et les talents apportent forcément la chance. Les gens qui s'intéressent à nous et qui veulent nous faire en sorte de continuer et de faire des grandes choses, tout simplement. Les gens qui disent que ça va être éphémère, mais il n'y a qu'une réponse, c'est le temps qui va nous la donner. Il faut attendre et c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. C'est le travail. Sur le long terme, ouais. Alors à part Laurine, qui était dans cette soirée, des Petits Princes, aucun des trois n'y étiez, pardon. Alors, pourquoi? Pourquoi? Moi, j'avais déjà dit dans l'émission de Laurent qui avait fait un sujet là-dessus, c'est que pour moi, la vraie charité, c'est pas quelque chose qui se montre comme ça dans les caméras. Moi, j'aime pas faire voir comme ça que je donne. Moi, quand je donne, c'est pour plaisir. Et puis déjà, je pouvais pas y aller parce que j'étais au théâtre. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas payé que vous n'y allez pas. Là, je suis un peu... La question est... Parce que là, c'est à but caritatif et c'est gratuit. Non, mais moi, je ne... Mais non, bien sûr, je vais pas me faire payer pour un truc caritatif. Non, mais quand même. est-ce que c'est pour ça que vous n'y allez pas? Ah non, bien sûr que non. J'ai pas besoin de prendre une soirée. Vous savez, j'étais l'un des rares de la télé-réalité. J'ai toujours refusé toutes les soirées dans les discothèques. Pourtant, c'était 50 000 francs le vendredi soir, 50 000 francs le samedi soir. 50 000 francs 50 000 francs la soirée, à la sortie du loft. Juste acte de présence dans la boîte, et j'ai toujours refusé ces trucs-là. Et qui paye les 50 000 francs? Mais c'est les boîtes. C'est les boîtes. On apportait tellement de monde quand on est sorti du loft. On pouvait se faire 100 000 francs en un week-end. 50 000 francs, 50 000 francs. Un chèque, 2 chèques ou liquide, comme on voulait. Et paf. Kenza? On est comme tous les artistes, enfin en tout cas à l'époque on était payés comme tous les artistes qui viennent faire une prestation dans une discothèque. C'est-à-dire? Tout simplement ça allait de 5 000 francs à ceux qui demandaient 30 000 sinon ils ne se déplacent pas. Voilà. C'est tout. Voilà.
Ah bah, Voilà, vous voyez, voilà. vous voyez. Il a une réaction de star déjà. Vous voyez. Oui, Non, mais non, d'accord. c'est pas Quoi ça, d'autre c'est Pardon, Aziz. Attends, je reviens, Stevie. Aziz. Aujourd'hui, moi personnellement, non, j'ai presque tout refusé. J'ai eu une ou deux fois l'opportunité d'aller en boîte. Pour 2 boîtes, une parce que j'étais portier à l'époque là dans cette boîte-là, donc je ne pouvais pas refuser à cet ami qui était. Donc, et en plus j'ai été bénévolement, j'ai pas été payé. Et la deuxième fois, c'était parce que c'est encore un ami, c'était sa sœur qui fait un anniversaire. Mais dans tous les cas, il faut savoir dire non, c'est hyper important. Laurine. Comme dit Stevie, les galas, enfin bon, moi c'était pas 50 000 francs mes galas, moi c'était de 10 000 à 20 000 francs. C'est déjà pas mal en une Donc, soirée. Il y a beaucoup qui. Ah oui, c'est tout le à fait. salaire d'un mois. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a proposé aussi des dédicaces, pas dans des magasins d'électroménager, mais dans des magasins de grande distribution. Par exemple, je ne l'ai pas fait. Il y a quelque chose que vous avez regretté, que vous ayez fait les uns les autres, que vous avez regretté après? Vous êtes dit, oh, j'aurais pas dû y aller, c'était une galère? Rien. Enfin, on a fait les bons choix, quoi. Enfin, il y a un moment, après, il faut prendre les décisions et puis on les assume. Hein. Après, c'est à nous de réfléchir. C'est pareil, enfin, pour... Moi, combien de fois on m'a proposé aussi de faire des singles de reprises de Mylène Farmer, de Stéphanie de Monaco comme un ouragan, de sortir... mais on m'a proposé... Un duo avec Frédéric François. On m'a proposé des trucs mais avec hallucinants. Patrick Hernandez. Mais le problème, c'est que moi, j'ai une idée fixe dans la tête. Et je consacre tout à mon idée fixe et je ne prends pas de bifurcation. C'est que je reste dans ma lignée. Il ne faut pas s'éparpiller parce que quand on s'éparpille, on fait mal les choses et on ne peut pas bien travailler Stevie, dans un domaine. Je vous interromps, mais vous m'avez vraiment bluffé parce que vous êtes celui peut-être, en dehors de Kenza, je n'en sais rien, qui s'est alors le mieux organisé. Hein. Agent, avocat, expert comptable, et vous avez tout de suite vous monter votre propre société. Non, mais j'ai monté mon SARL parce que c'est bien beau. Mais si j'avais pas fait tout ça, quand je vois le chèque que j'ai donné au mois de septembre aux impôts, comment j'aurais fait? Mais comment j'aurais fait? J'aurais pas pris de comptable, moi j'aurais dépensé de l'argent comme ça. Mais c'est formidable, mais qui vous a donné cette sagesse? Mais c'est moi, j'ai dit je vais monter mon SARL, je vais me prendre mon avocat. Première chose quand je suis sorti du Love, c'était trouver l'avocat pour rompre ce putain de contrat. Ah, pourquoi c'est parce que ce contrat vous... Mais vous imaginez, sur 2 ans, si on gagnait plus de 100 000 francs par mois, on devait leur verser 70% de la somme. Donc ça veut dire que vous avez aussi un peu assuré vos arrières. En gros, on ne va pas négocier. Vous n'avez pas tout dépensé. Mais il y a tellement de truands et puis on est tellement... Enfin, moi je parle pour moi, je suis naïf. Hein. Et j'ai parlé avec certains lofters de l'édition de Laurine, du Loft 2. Et quand j'ai parlé avec eux, on était dans un bar, je vais pas dire qui c'est, mais je leur disais, mais vous êtes organisés, vous avez pris un avocat, vous avez pris un comptable? Ils me disaient non. J'ai dit, mais l'argent, vous en mettez au moins la moitié de côté? Non. Il y en a pas mal mais ils sont complètement largués. Ça veut dire que le fisc, il va leur tomber dessus. Mais quand il va leur tomber dessus, il va leur tomber bien. Et ça me fait peur quand je vois les sommes d'argent qu'ils ont gagnées et que c'est parti comme ça dans les fringues. Alors je voyais arriver des Dior, les sacs machin, enfin les marques impossibles et imaginables. Ils ont rien mis de côté. Alors, Kenza, Stevie, vous y retrouvez? Moi, je m'y retrouve, oui, au départ, quand j'ai répondu à cette annonce qui disait si vous voulez devenir célèbre et participer à une émission de télé et devenir la star de cette émission, envoyez-nous une candidature. Mais c'est vrai que déjà, le piège, il est déjà dans l'annonce. Vous avez star et vous avez célébrité. Comment vous ne voulez pas tomber dans le piège? Alors, c'est normal, c'est vrai. Mais ici, il y a un piège, parce que d'abord, on est attiré par ces 2 mots qui sont déjà ce côté pailleté, ce côté où il y a déjà un côté pailleté dans l'annonce. Le problème, c'est qu'ils veulent faire métier connu, comme on dit, sans savoir ce qu'ils veulent faire. Sans savoir les effets pervers de la... Oui, mais ils ne se rendent pas compte tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Oui, on marche complètement sur la tête. On est à l'envers, en fait. On est à l'envers. Oui, oui. Tout à fait. C'est un non-sens absolu. Cela dit, là, voilà, Stevie a raison de dire c'était comme ça. Moi, c'était comme ça, c'était mon métier, je voulais être célèbre. Mais parce que c'est les rêves. C'est le rêve de tellement de millions de gens de faire ce... Parce qu'on a déjà commencé à l'envers. Mais on veut être célèbre pour quelque chose. En portant une passion. C'est un truc de showman qui s'ignore. Là, pour le coup, c'est la mort qui le dira. On en reparle dans 10 ans, Stevie. Rendez-vous dans 10 ans. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.